Et un pays? Je sais pas. Je sais pas, l'Italie peut-être. Eddie Mitchell, vous avez une rentrée bien chargée. Muriel Bailleul, les larmes d'une femme prise au piège entre deux légendes. Ce fut une scène d'une intensité rare, presque irréelle. Sous les projecteurs d'un dîner mondain, à Paris, Muriel Bailleul, ancienne, attachée de presse, discrète, devenue confidente. Intime du clan Hallyday, a fondu en larmes lorsque Eddie Mitchell, le dernier pilier vivant du trio mythique, lui a lancé cette phrase glaciale. « Muriel, il est temps que tu tournes la page. Coupe tout contact avec la famille de Johnny. » Définitivement, un silence lourd a envahi la pièce. Les témoins médusés n'en revenaient pas comment. En était-on arrivé là? Muriel, 58 ans, silhouette élégante et regard doux, fut l'une des rares à connaître les secrets les plus sombres du rocker. Présente dans l'ombre pendant les dernières années de Johnny, elle avait assisté, impuissante, à ses déchirures familiales, à ses confidences nocturnes, à ses colères et ses regrets. Pour elle, Johnny n'était pas une légende, il était un homme blessé qu'elle avait tenté de protéger même après sa mort. Mais voilà que 7 ans, après la disparition du chanteur, Eddie Mitchell, son ami, de toujours a mis fin à ce lien silencieux. Pourquoi cette rupture brutale? D'après nos sources, le chanteur de la dernière séance soupçonnerait Muriel d'avoir conservé ou divulgué des informations inédites sur l'héritage et la guerre de succession qui secouent encore la famille Hallyday. Une trahison, aux yeux d'Eddie, qui ne pouvait rester impunie. La presse s'enflamme. Coup de théâtre dans le clan. Hallyday. Eddie met fin à la loyauté éternelle, titre déjà les tabloïds. Les fans. Eux oscillent. Entre incompréhension et colère, comment un simple désaccord a-t-il pu virer au drame humain? Certains proches parlent d'une épuration affective. D'autres murmurent que Muriel en savait trop sur les enregistrements inédits, les lettres, les promesses faites avant la fin. Ce soir-là, lorsqu'elle s'est levée les yeux rougis, Muriel aurait simplement murmuré « J'ai tout donné pour eux, et voilà comment on me remercie. » Depuis, elle s'est murée dans le silence. Mais dans les coulisses du show business français, la question brûle toutes les lèvres. Qu'a-t-elle fait pour mériter une telle mise au ban? Et surtout, qu'essaye-t-elle de faire taire? Les témoins de cette scène n'en reviennent toujours pas. La tension était palpable, presque étouffante. Muriel Bailleul tremblait les mains crispées sur sa coupe de champagne renversée sur la nappe blanche. Ses yeux brillaient d'un mélange de peur et d'incompréhension. Eddie Mitchell lui faisait face, visage fermé, mâchoire contractée. Ce n'était plus le vieux complice tendre et amusé qu'elle connaissait depuis les années 90, mais un homme blessé, déterminé à effacer toute trace du passé. Leur échange a duré moins de 10 minutes, mais il a laissé derrière lui une onde de choc dans tout le show business français. Muriel balbutiait des mots inaudibles. Eddie gardait un ton glacial. Les mots tombaient comme des coups de poignard. Muriel, je ne peux plus te défendre. On ne veut plus de ton nom autour de nous. Johnny n'aurait pas voulu ça. Elle a levé les yeux vers lui, cherchant un brin d'humanité dans ce regard qui autrefois la faisait rire à en pleurer. Elle murmura d'une voix brisée. Eddie, tu sais très bien que je n'ai rien fait de mal. Je n'ai fait que protéger sa mémoire. Ses secrets sont en sécurité. Et c'est justement ça le problème, répondit-il sèchement. Ce mot sécurité sonnait comme une accusation. Elle comprit alors qu'il savait qu'elle possédait encore certains enregistrements de Johnny, des confessions captées tard dans la nuit, quand le chanteur se battait contre ses fantômes, et la morphine. Ces bandes que Johnny lui avait confiées dans un moment de désespoir avant son départ à Los Angeles. Aujourd'hui, elles sont devenues un objet de peur pour ceux qui veulent préserver l'image immaculée du taulier.
Les yeux de Muriel s'embuèrent. Elle se rappelait encore la dernière nuit au domicile de Marnès. La coquette, Johnny haletant, lui avait dit « Garde-les pour toi, Muriel. Un jour tu comprendras pourquoi. » Elle n'a jamais eu le courage de les détruire. Et maintenant cette fidélité lui coûtait tout son monde. Eddie lui reprochait en silence d'être une menace pour l'héritage moral et financier du clan Halliday. Muriel se défendait à voix basse. « Eddie, crois-moi, je ne veux rien publier jamais. » Mais il ne voulait rien entendre. La décision venait d'en haut de ceux qui gèrent la légende et le business. Derrière le rideau doré de la célébrité, les intérêts s'entremêlent, l'argent, la loyauté et les vérités qu'on préfère enterrer. Dans les jours qui ont suivi cette confrontation, les tabloïds ont explosé de gros titres. Muriel Bailleul trahi par le dernier ami du clan. Mitchell coupe les ponts avec la confidente de Johnny. Les réseaux sociaux se sont embrasés. Certains la traitaient de manipulatrice, d'autres de victime sacrificielle. Les fans se divisaient en deux camps. Les uns criaient à la conspiration, les autres saluaient Eddie pour avoir préservé l'honneur du rocker. L'émotion était si forte que les plateaux télé s'en sont emparés. Les chroniqueurs de C'est à vous, ou TPMP, commentaient chaque mot, chaque larme. Les images de Muriel, quittant la soirée tête baissée, furent diffusées en boucle dans les journaux du soir. En coulisses, des proches de Johnny confiaient anonymement leur malaise. Certains affirmaient que Muriel avait été trop présente, trop intime, trop indispensable pendant les derniers mois que Laetitia n'avait jamais pardonné cette proximité. L'atmosphère était devenue irrespirable dans le petit cercle qui gravite encore autour de la mémoire du chanteur. Les confidences se multipliaient, mais rien ne filtrait vraiment sur ce qui s'était dit entre Eddie et Muriel. La presse parlait de documents compromettants d'archives audio, de lettres inédites qu'elle aurait refusé de remettre. Une source proche du dossier affirma même qu'un avocat avait été consulté pour récupérer ces fameuses cassettes. Les mots durs d'Eddie résonnaient encore dans sa tête comme un écho cruel. « Muriel, n'essaye pas de te défendre. Tu sais ce que tu détiens. » Elle rentra chez elle cette nuit-là, sans parler à personne, refermée sur sa douleur. Dans son appartement du 15e arrondissement, la lumière restait allumée jusqu'à l'aube. Sur la table basse, un vieux cliché d'elle et Johnny, souriant devant un micro d'enregistrement. Ses doigts caressaient le cadre, comme si elle cherchait à retenir le passé. Dans son regard, on lisait la détresse d'une femme dépossédée de tout ce qu'elle croyait solide. Sa voix intérieure répétait sans cesse la même phrase. Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Pourquoi cette trahison? Elle se souvenait du rire d'Eddie, de leurs repas à trois, avec Johnny des promesses d'amitié éternelle. Aujourd'hui, ces souvenirs n'étaient plus qu'un champ de ruines. Pendant ce temps, dans les couloirs de RTL ou de Paris Match, les rédacteurs sentaient le parfum d'un scandale à plusieurs millions d'euros. Des révélations prêtes à exploser, des tensions entre clans, des menaces à peine voilées. L'affaire Muriel Bailleul devenait une bombe médiatique. Les plus cyniques parlaient déjà d'un nouveau chapitre du feuilleton Halliday, avec tous les ingrédients du drame français, la trahison, l'argent, le secret et les larmes. Ce qui avait commencé comme un dîner privé s'était transformé en un champ de bataille où chaque mot pouvait valoir une carrière. Muriel, désormais isolée, observait ce déferlement de rumeurs sans pouvoir se défendre. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer, journalistes anciens, amis producteurs, tous cherchaient à savoir ce qu'elle détenait vraiment. Ses yeux rougis fixaient le vide. Elle savait que parler signifierait sa perte, mais se taire la condamnerait tout autant. Les heures passaient, le silence devenait insupportable. Dans son esprit résonnaient encore les derniers mots d'Eddie.
Cette fois, c'est fini. Muriel, il n'y aura pas de retour. Elle avait voulu croire à une famille, à une fidélité, à une vérité partagée. Aujourd'hui, elle ne voyait plus qu'un rideau de mensonges, un système prêt à broyer quiconque s'approche trop près de la légende. Derrière les lumières de Paris, sous le vernis du glamour, une femme pleurait seule dans la nuit, se demandant si aimer trop fort une étoile n'était pas le plus grand des crimes. Les jours suivants furent un tourbillon de bruit et de fureur. Muriel Bailleul n'avait plus de répit. Chaque matin, elle découvrait dans les journaux une nouvelle phrase arrachée à son passé. Des photos volées de son appartement, des titres cruels. Muriel la femme qui en savait trop, ou encore la confidente bannie du mythe, Hallyday. Les caméras campaient devant son immeuble. Les voisins chuchotaient sur son palier et les amis d'hier évitaient désormais ses appels. Dans cet isolement forcé, elle se battait pour ne pas sombrer. Ses larmes l'avaient séchée, mais son regard restait perdu dans un mélange d'incrédulité et de colère. Ce qu'elle avait vécu avec Johnny n'était pas une histoire de secret, mais une histoire d'humanité, de douleur et de vérité partagée. Pourtant, aujourd'hui, tout semblait transformé en arme contre elle. Un soir, en triant ses vieux courriels, elle tomba sur un message de Johnny, daté de 2016. Une phrase courte, presque anodine, mais qui désormais prenait un sens tragique. « Merci d'être là, Muriel. » Les autres jouent un rôle. Toi, tu me regardes vraiment. Cette phrase la transperça. Elle comprit que c'était cette authenticité-là que le clan voulait effacer. L'existence de Muriel rappelait un Johnny vulnérable, vrai, loin du héros de marbre qu'on voulait vendre au public. Depuis la mort du chanteur, l'image officielle avait été polie, contrôlée, sculptée pour rapporter des millions de disques de livres de documentaires. Un empire bâti sur la mémoire d'un homme qu'on ne voulait plus humain. Muriel. Elle détenait la part d'ombre et de tendresse, cette part qui dérange ceux qui vivent du mythe. Pendant que la machine médiatique broyait son nom, elle recevait un appel inattendu. C'était une ancienne journaliste de France, télévision, une amie lointaine qui lui murmura à demi-mot « Muriel, fais attention, on cherche à te faire passer pour folle ou menteuse. Des dossiers circulent, des voix puissantes veulent ton silence. » Muriel sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Elle réalisa qu'elle n'affrontait plus seulement un ami trahi, mais tout un système. Eddie n'était que le messager d'une décision venue de plus haut. Le lendemain soir, un autre choc l'attendait. Sur une chaîne de télévision, un proche de la famille déclara que Muriel aurait enregistré sans autorisation certaines conversations intimes de Johnny avant sa mort. Les mots étaient lourds dessous. Entendu, manipulation, chantage, trahison. Elle sentit son cœur se serrer, ses mains tremblaient. Elle savait que ces enregistrements existaient, mais ils n'étaient ni un chantage, ni un trésor caché, seulement des fragments de vérité crue qu'elle gardait pour se souvenir. Dans un accès de panique, elle pensa les détruire. Mais sa conscience la retint. Elle savait qu'un jour, ces mots pourraient rétablir l'équilibre entre la légende et l'homme. Eddie lui avait tourné le dos, mais au fond d'elle, une voix persistait, à dire qu'elle ne devait pas céder. Au même moment, les réseaux sociaux se déchaînaient. Hashtag, insultes, montages, vidéos on l'accusait d'avoir trahi la France entière, de salir la mémoire du rocker. Des fans en pleurs déposaient des fleurs devant la tombe de Johnny criant « Justice pour notre idole ». Des autres plus lucides demandaient qu'on entende enfin la version de cette femme effacée. Les talk-shows rivalisaient d'indiscrétion. On ressortait de vieilles photos d'elle aux côtés de Johnny, à Los Angeles, à Saint-Barth,
parfois à deux dans la nuit. Devant le studio, les experts autoproclamés parlaient de liaisons secrètes, de jalousie, de promesses non tenues. La vérité, elle se noyait dans le vacarme. Muriel regardait tout cela à la télévision sans un mot. Ses yeux ne clignaient presque plus. Sur la table du salon, les journaux s'empilaient. Elle lisait chaque mot, comme on examine une blessure ouverte. Son téléphone vibra encore un message, anonyme court et froid. « Vous savez trop de choses. Il est temps de partir. » Ces mots glacèrent son sang. Elle comprit que l'histoire avait dépassé la simple rancune d'un ami. C'était devenu une guerre d'images et de pouvoir. Dans les coulisses de cette tragédie, des producteurs, des avocats et même certains membres de la famille tentaient de s'assurer que rien ne sorte, pas de voix, pas de témoignages, pas de bande. Et pourtant, dans le silence de la nuit, Muriel écoutait parfois un extrait la voix rauque de Johnny qui lui disait, entre deux toux fatigués, « On m'a volé beaucoup de choses. Muriel, mais ils ne me voleront pas mon âme. » Ces mots résonnaient comme une promesse. Elle serrait contre elle le vieux dictaphone sentant son poids, comme celui d'un secret trop lourd à porter. Dans la rue, les flashs continuaient à crépiter, les curieux à attendre un signe d'elle. Mais Muriel ne sortait plus. Elle n'était plus qu'une silhouette, derrière un rideau, tirer une ombre parmi les ombres. Pendant ce temps, Eddie Mitchell fuyait les questions des journalistes. Son visage fermé, ses phrases mesurées, il affirmait simplement vouloir la paix. Mais certains proches affirmaient qu'il avait reçu des pressions que la décision n'était pas la sienne, qu'il avait été contraint de couper les ponts pour sauver l'équilibre fragile d'un empire en train de se fissurer. La France découvrait médusée que derrière le mythe de la fraternité, Halliday se cachait un univers d'intrigues, de menaces et de loyauté brisée. Dans les cafés de Pigalle, on ne parlait plus que de ça. Muriel, la maudite, ou Muriel, la victime. La frontière entre vérité et mensonge se brouillait chaque jour un peu plus. Et au milieu du vacarme, cette femme silencieuse continuait à se battre seule pour ne pas être effacée. Les semaines passèrent, mais la tempête ne faiblissait pas. Muriel Bailleul était devenue un nom que l'on prononçait à voix basse dans les cercles du show business, une présence gênante, un fantôme qu'on voulait faire disparaître des mémoires. Elle ne donnait plus d'interviews, refusait les invitations à la télévision et vivait recluse dans son appartement du 15e arrondissement. Les rideaux toujours tirés, le téléphone souvent éteint, elle passait ses journées à trier des souvenirs, des lettres, des coupures de presse, des photos, où Johnny lui souriait d'un air complice. Parfois, elle éclatait en sanglots en voyant son écriture trembler sur un vieux mot griffonné. « Merci pour ta patience, Muriel. Ne laisse jamais les autres décider à ma place. » Ces quelques mots désormais semblèrent porter tout le poids de sa vie. Un soir de novembre, la pluie battait sur les vitres et la télévision diffusait un documentaire inédit sur la légende Halliday. Dans le générique, le nom de Muriel n'apparaissait nulle part. Elle sentit une douleur physique dans sa poitrine, comme si on venait de l'effacer pour de bon. Sa respiration devint courte. Elle attrapa le dictaphone posé sur la table et appuya sur « Play ». La voix de Johnny résonna grave fatiguée, mais d'une sincérité bouleversante. « Muriel, tu sais ce qu'ils feront de moi quand je ne serai plus là. Ils transformeront ma vie en marché. Mais tant que tu seras là, tu pourras rappeler qui j'étais vraiment. » Elle resta immobile, les larmes coulant sans bruit sur ses joues. Ces mots étaient devenus son fardeau et son arme. Pendant ce temps, les médias continuaient leur chasse. Certains journaux révélaient l'existence d'un carnet personnel que Muriel aurait conservé, d'autres évoquaient des enregistrements compromettants où le chanteur parlait de ses regrets envers ses enfants ou de ses désaccords avec
Laetitia. Les rumeurs enflaient comme un incendie impossible à maîtriser. Les avocats du clan réagirent par des menaces légales, des mises en demeure, des communiqués secs évoquant atteinte à la vie privée et détournement d'archives personnelles. Dans le tumulte, Eddie Mitchell garda le silence absolu. Mais plusieurs témoins rapportèrent qu'il n'était plus le même. L'homme rieur et fraternel avait laissé place à une figure sombre, hantée par la culpabilité. Un technicien de studio affirma l'avoir entendu murmurer entre deux prises « On a fait du mal à une innocente ». Les fans, eux, ne savaient plus que croire. Certains se rassemblaient chaque soir devant le cimetière de Saint-Barth, brandissant des pancartes « Justice pour Muriel », d'autres l'accusaient d'être la cause de la discorde qui déchirait l'héritage du rocker. Dans les forums en ligne, on s'écharpait sur des détails de plus en plus intimes, chacun prétendant connaître la vérité. La France entière semblait fascinée par cette tragédie qui mêlait gloire, amour, trahison et secret. Muriel observait tout cela de loin. Elle se sentait vide et étrangère à sa propre vie. Les nuits sans sommeil se succédaient. Elle notait parfois dans un carnet des pensées éparses, presque délirantes. Ils ont pris son image, ils veulent sa voix, mais pas son âme. Cette phrase revenait comme un refrain obsédant. Elle savait qu'on voulait la pousser à bout, la réduire au silence par l'usure, la peur ou la honte. Un matin, elle décida d'agir. Elle prit le train pour Bruxelles, sous un faux nom, avec une simple valise. Dans cette ville anonyme, elle retrouva un ancien ingénieur du son de Johnny, un homme qui avait quitté le milieu depuis longtemps. Il lui promit d'analyser les vieilles bandes de manière confidentielle pour prouver qu'elles n'étaient ni volées ni manipulées. Pendant ce temps à Paris, la presse flairait sa disparition et relançait le scandale. Muriel Bailleul en fuite, les enregistrements disparus, titraient les magazines People. Les plateaux télé se succédaient, chacun y allant de sa théorie. Certains affirmaient qu'elle préparait un livre, d'autres qu'elle s'était réfugiée dans un monastère. En réalité, elle errait seule dans un petit hôtel discret, son esprit envahi de souvenirs et de sons. La voix de Johnny résonnant dans sa tête comme une prière. Dans les bureaux feutrés des maisons de disques, la panique montait. Si ces enregistrements venaient à être rendus publics, ils pouvaient les bouleverser l'image soigneusement entretenue du chanteur. Des documents internes évoquaient déjà des plans de communication de crise. On parlait d'étouffer l'affaire, coûte que coûte de décrédibiliser Muriel en la présentant comme une femme fragile, perturbée par le chagrin, mais ceux qui la connaissaient vraiment savaient qu'elle n'était ni folle ni manipulatrice, seulement fidèle à un serment fait à un homme mourant. Dans le tumulte d'une industrie obsédée par l'image, elle restait l'unique gardienne d'une vérité simple. Johnny n'était pas un mythe, il était un être humain et elle l'aimait d'un amour silencieux. Alors qu'elle regardait par la fenêtre de sa chambre d'hôtel, les lumières de la ville étrangère se reflétant sur les pavés mouillés, elle murmura pour elle-même « Il voulait que je sois sa mémoire, pas leur outil ». Une détermination nouvelle traversa son regard, ce mélange de douleur et de courage qui précède les tempêtes. Les jours à venir allaient décider de son destin et peut-être faire trembler tout un empire construit sur une légende. La nuit était longue, glaciale, et pourtant, Muriel Bailleul ne parvenait pas à fermer l'œil. Dans le silence de sa petite chambre d'hôtel bruxelloise, les bruits de la rue résonnaient comme des échos lointains de sa vie passée. Paris semblait déjà appartenir à un autre monde, à une autre époque.
Le téléphone posé sur la table vibra encore un message anonyme. « Stoppez tout, rentrez en France. Il est encore temps. » Mais Muriel ne répondit pas. Elle fixait son reflet dans le miroir, une femme au visage tiré, aux yeux gonflés par les larmes. Une femme qu'elle ne reconnaissait plus. Elle pensa à Johnny, à son rire grave, à ses gestes maladroits, quand il essayait de rouler une cigarette, à ses mots, du dernier soir sur la terrasse de Marnas. La coquette. Tu sais, Muriel, le vrai danger, c'est pas la mort, c'est les vivants. Ce souvenir la frappa comme un éclair. Au même moment, à Paris, un article fit l'effet d'une bombe. Le magazine, Le Parisien Week-end, publia un dossier intitulé « La vérité interdite de Johnny ». On y évoquait pour la première fois l'existence de témoignages audio inédits, confiés à une proche non identifiée. Mais les indices étaient clairs pour tous. Il s'agissait de Muriel. Les rédacteurs parlaient de confessions bouleversantes sur l'amitié brisée avec Eddie Mitchell, sur ses doutes quant à son héritage, sur ses regrets envers ses enfants. Le texte précisait qu'une voix masculine, fatiguée, reconnaissable, entre mille, disait simplement « Je voulais qu'ils se parlent pas, qu'ils se déchirent ». Ce fut un choc national. Les réseaux sociaux explosèrent. Les plateaux télé improvisèrent des éditions spéciales et Eddie Mitchell dut sortir de son silence. Dans une interview tendue, il tenta de calmer la tempête. « Je n'ai rien contre Muriel. Je veux juste qu'elle respecte la mémoire de Johnny. » Mais son regard fuyait et sa voix tremblait. Il savait que le mal était fait. Les fans pleuraient d'émotion et de confusion. Certains disaient qu'ils avaient enfin entendu le vrai Johnny. D'autres criaient à la trahison. Muriel apprit la nouvelle le lendemain par une notification sur son téléphone. Son cœur s'emballa. Elle comprit que les bandes avaient été copiées sans son accord. Elle pensa immédiatement à l'ingénieur du son, rencontré à Bruxelles. Il trahit ou simplement volé pour de l'argent. Elle sentit ses jambes fléchir. Elle s'assit sur le bord du lit, le souffle court. Autour d'elle, tout semblait tourner. Le murmure de la rue s'éloigna, remplacé par un bourdonnement lourd et oppressant. Dans son esprit, tout se mélangeait. Les voix, les visages, les années passées à suivre. Johnny dans ses tournées, dans ses humeurs, dans ses confidences. Elle se revit, lui tenir la main à Los Angeles, quand il doutait de tout et surtout de lui-même. Elle entendit encore sa voix rauque qui disait « Muriel, si un jour tout s'effondre, promets-moi de ne pas avoir peur. » Muriel inspira profondément, puis rangea le dictaphone dans sa poche. Le jour se levait sur Bruxelles, et avec lui une étrange paix. Elle n'avait plus peur. Elle savait que la vérité finirait par parler d'elle-même, sans cri, sans haine, juste la voix d'une femme qu'on n'a pas pu faire taire. Abonnez-vous à la chaîne Destin brisé pour découvrir les vérités cachées derrière les légendes de la musique française.